Salut les catcheux, salut les catchix, salut Pépé Foot. Ah là là, ce son mélancolique d'une enclume qui nous a quittés dans les bons temps. Ça fait tellement du bien. Et toi, est-ce que tu ressens la même chose? Bah écoute, je ressens pas la même chose que toi, mais je vois de quoi tu parles. Ah là là, vraiment. Deux enclumes sont déjà partis. Il n'en manque plus qu'une. Et là, vraiment, c'est le bonheur parfait. Là, je pourrais voir NXT vraiment avec des étoiles dans les yeux. Voilà. Tout ce qui peut se passer, ça passera pour moi. Bon, on arrête les conneries, voilà, on coupe la musique, voilà. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les éliminations, justement. Et cet épisode, je vais appeler ça l'épisode des expositions, hein, le show des expositions, parce que y a eu pas mal de trucs quand même à noter. Du coup, sans transition, si tu n'as pas de commentaires, PV Foot. Non, non, vas-y, je t'écoute, mon cher. Ben, on commence justement avec Max Striker qui ouvre le show comme d'habitude, voilà, pour pas changer. Et il nous introduit les pros, et j'ai noté qu'il manquait R-Truth pour des raisons assez obscures, justement. Je sais pas pourquoi il n'était pas là cette fois-ci, mais bon, soit. Et on demande vite fait aux pros ce qu'ils cherchent pour définir la star de demain. Et bon, je vais résumer rapidement. Hein. Le Miz dit qu'il faut globalement quelqu'un qui est le hit factor. Voilà, que quand tu le vois, tu vois une star. Voilà, que quand tu circules dans la rue et que t'aperçois le mec, tu te retournes. Donc, bon, il a quelque part raison. Ensuite, Regal dit qu'il faut la capacité à s'adapter, que ça soit sur le ring et en dehors, justement, et rejoignant tout à fait le Miz, voilà. Et voilà, quand même respecter les codes du catch. CM Punk, ben, il ne veut pas se prononcer. Voilà. Il n'a pas d'avis spécialement sur ce que devrait être une star de demain. Voilà, ou il ne veut pas le donner, simplement. Et Christian, derrière, il dit qu'il cherche le hit factor lui aussi. Et aussi le fait que le rookie puisse capter l'imagination du public, en fait, qu'il puisse quelque part fédérer aux yeux de la foule live. Et Matt Hardy, en plus de valider les points précédents, pour lui, il faut aussi la capacité de survivre au monde backstage. Donc, que sur le ring, en dehors ou dans les backstage, voilà. En fait, se mettre dans la poche des bonnes personnes, en gros. Et ne pas être l'ennemi des mauvaises personnes, voilà, parce on connaît le destin de la plupart qui se sont embrouillés avec une mauvaise personne. Il y a juste Miz qui a su survivre, et là encore, vraiment, c'est un coup de bol. Et Jericho, en dernier, il dit qu'il faut que le rookie le fasse payer pour le voir. Et il en profite pour descendre tous les rookies de NXT hors Barrett. Bon, il nous fait une spéciale Jericho en gros. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces avis riches en objectivité des pros présents dans le show? Non, rien à ajouter. En écoutant un peu leurs avis, je me suis demandé à quel point les shows NXT étaient scriptés. Je me posais la question. Bon, je me suis dit, est-ce qu'ils ont vraiment donné leur avis sincère? Est-ce que c'est un script totalement écrit par les gars backstage? Est-ce que on leur a dit, bon, allez-y, donnez votre avis? Enfin, c'est la seule question que je me suis posée pendant ce moment-là, c'est tout. Après, je pense que il y en a certains, c'était un peu leur état de pensée, quoi. Et il y a des mecs comme CM Punk qui restent dans leur personnage, que moi je suis straight edge, j'ai pas de temps avec ces conneries, quoi. Ouais. Non, justement, c'est parce que j'ai trouvé leur argument assez correct, assez valable
Donc je les ai trouvés très pertinents et c'est pour ça que je me suis dit bon, hein, c'est ce une vraie superstar aurait pu vraiment dire. Donc à quel point c'est scripté, je sais pas. Bon. Ouais, c'est clair, au fond, de toute manière, ils avaient tous raison, hein, sauf CM Punk. Après, bon, c'est CM Punk en soi, donc bon. CM Punk qui était dans le perso. C'est ça. Et justement, on ne perd pas de temps. D'habitude, on perdait du temps avec du blabla avec les rookies. Mais on a un premier match, Wade Barrett contre Darren Young. Et j'ai noté que le match a été carry par Chris Jericho. Ah oui. Ouais. Waouh, le mec n'a rien à dire sur le match, quoi. Ok. Non. Ok, Non, franchement, moi, il m'a pas forcément plu ce match. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par carry, par Chris Jericho? Oui, c'est lui qui a fait le gros du match. Tu vois ce que tu veux dire? Ben oui, quand tu vois le mec il est là, il encourage son poulain. En fait, tu ne vois que lui, en fait, qui est là, qui réagit au match alors qu'il ne se passe strictement rien. En fait, Jericho qui hurle que vas-y mon poulain, regardez, c'est Wade Barrett, c'est lui la superstar, c'est mon rookie, etc. Tandis que sur le ring, voilà, bon, tu regardes plus sur le côté de ton écran ce que Jericho fait que ce qui se passe sur le ring, quoi. Oui, c'est lui qui fait le gros du match, quoi. C'est le match en lui-même. Voilà, quoi. Faut regarder ce qui se passe sur le ring, comme dirait Kevin Owens, mais pour le coup, non, quoi. Parce que là, c'est la première exposition. Tout ce qui tient la pertinence de Wade Barrett. Tout ce que tient Wade Barrett jusqu'à présent, c'est Chris Jericho. Ça y est. Simple, net, ça fait 13... On y est pas. On y est ou pas encore? Non. Non, on n'y est pas encore, je vais pas tout sortir. Ça fait 13 semaines quand même que Wade Barrett, le mec, sa place de rookie se base juste sur le fait que Jericho, c'est son pro. Bon. Et ensuite, Barrett, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Ben, on attend toujours hein, ce qu'il nous propose. Oui, c'est bien, il parle bien, mais bon, quand il faut faire le catch, voilà quoi. Je ne dis pas, après je dis pas qu'il est mauvais, mais on s'en fout. C'est ça en fait. Voilà. C'est comme si je disais que ouais, en fait c'est comme le frère de Dolph Ziggler. Tu connais le frère de Dolph Ziggler? Oui, celui qui était à la AEW là. Mais du coup tu penses quoi du frère de Ziggler? Bah j'en pense rien en fait de ce gars-là. C'est le frère de Dolph Ziggler. Voilà, c'est Wade Barrett. On s'en fout. Next. Vignette de David Otunga. Ah oui. Ok, vignette. Vignette de David Otunga. La majorité des pros complimentent Otunga et ont conscience de son star power. Hein. Et le Miz, j'ai bien aimé la ligne du Miz qui dit que le mec peut vraiment emmener une nouvelle audience à la WWE. Spoiler perdu, dommage. Et les seuls qui sont un peu en contradiction, enfin je vais dire qui nuancent, c'est Christian et Matt Hardy qui disent que bon ouais c'est bien beau le flashy, tout ça, le paraître, mais le talent in-ring ça suit pas quoi, voilà, il faut que la meilleure soit in-ring, etc. Oh putain. Pourquoi j'ai écrit ça, moi? En parlant de CM Punk. Oulala, l'enclume du catch. Justement, en parlant du in-ring, CM Punk, ben, lui, répond simplement que David Otunga, c'est le pire rookie de NXT. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Genre, tous les pros ont dit que Michael Tarver... C'était son cas de figure, mais non, Michael Tarver est parti, CM Punk dit non, mais non, c'est David Otunga. Bon, soit. Bon, après, c'est CM Punk, ça ne me choque pas. Mais bon. C'est Punk. Ensuite. Contre-courant.
c'est un mec qui dénonce, tu vois. C'est un mec voilà, il est pas comme tout le monde, il est différent, lui. Oui, c'est ça, c'est ce rebelle dont rêve tout le monde, quoi. Un rebelle auquel tout le monde s'identifie, qui fait des chialades devant les gens sur la tenue d'une compagnie de catch, qui... Bon, on va... je vais éviter de développer, sinon je vais repartir comme lors du premier épisode des termes dans le catch. J'ai pas envie de faire ça. Donc, on va passer au segment suivant. La voix des sans-voix. Oui. Celui qui parle pour toi. Oui. Que toi, tu n'as pas la lumière sur toi. Lui, il est là pour dire les vérités pour toi, évidemment. Oui. Il se bat pour toi qui le fait, ok? Oui, pour moi, oui, ça doit être... Oui, ça doit être ça, ouais. Bref. Ah, voilà, on va passer un bon moment maintenant. On a Michael Tarver et Daniel Bryan qui sont sur le ring. On leur demande leur point de vue sur leur élimination. Mais sauf qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière, mais ok, soit. Et Michael Tarver continue dans son déni et dit que son élimination, c'est à cause du WWE Management, que des gens facilement intimidés par des gars comme lui. Frère, tu glisses là, faut pas commencer à dire des dingueries en live. Je le sentais mal déjà. Striker lui fait la remarque que le mec n'a pas voulu jouer les épreuves, n'a pas voulu coopérer. Et lui fait en fait la remarque de son indiscipline, surtout que c'est lui-même qui a demandé à être éliminé, donc en soi, voilà. Et Michael Tarver se justifie en disant qu'il a fait tout pour qu'on se souvienne de lui. Il a apporté la différence. Il est révolutionnaire, plus révolutionnaire que CM Punk. Et Michael Tarver, c'est la superstar vraiment dont on se souviendra encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Dans une foule de 100 personnes, t'es obligé de me voir. T'es obligé de me voir. Je suis le produit. Je suis le produit, comme il dit. Voilà. Ensuite, il veut enchaîner encore, mais Striker arrête directement le discours parce que, voilà, faut pas déconner, quoi. Il fait ça souvent. Une fois de plus, voilà. À dire sur lui. Une fois de plus, j'ai des choses à dire sur lui. Restez jusqu'au dernier épisode, je dirai ce que j'ai à dire sur Matt Striker. Ok. Voilà, une autre exposition. Maintenant, troisième exposition. Et je pense que franchement, c'est la meilleure. Daniel Bryan. Place à Daniel Bryan pour donner ou redonner son avis sur son élimination. Et Pépé Foot, je vais être honnête avec toi. J'ai rien écrit. J'ai rien écrit de sa promo, clairement. Tellement j'étais embarqué dans ce qu'il disait. Tellement que c'était vraiment très fort. Donc, Max Striker lui demande que pourquoi, sachant qu'il se soit fait éliminer lui-même, quelles sont ses pensées. Et Daniel Bryan, il dit que, ok, je vais dire la vérité. La vérité, c'est que quand je suis venu à la WWE, j'ai entendu parler des politiques, des cauchemars que subissaient les nouveaux dans leur intégration et tous ces trucs. On sait très bien que Vince aime les big guys, tout ça. Et surtout que le WWE Management n'aime pas, Vince compris, n'aime pas le fait que les mecs qui se soient fait eux-mêmes et qui ne viennent pas de la machine, qui ne sont pas tirés de la machine, soient mis en avant. WWE n'aime pas ça. Donc ça ne le choque pas que le management l'ait éliminé d'entrée de jeu, que c'est juste rempli d'investisseurs, c'est que WWE est dans une bonne situation financièrement, donc ils ne prennent pas du tout en compte ce que disent les pros, ce que pourraient dire les pros,
Et c'est aussi pour ça qu'ils préfèrent des gens qui leur ramènent le plus d'argent au dépit des gens qui peuvent fédérer devant une foule alors qu'ils sont faits pour ce job. Ceux qui devraient être au sommet sont ceux faits pour ce job. Et justement, moi, je suis fait pour ce job. Moi, Daniel Bryan, plutôt. Bon, ça j'ai rajouté. Mais bon, je vis le truc. Et Max Striker rajoute que oui, mais le fait c'est que Bryan, la réalité là, c'est que toi-même tu as demandé à être éliminé. Oui, d'accord, mais écoute-moi ça. Écoute. Blessed are the meek. Bon, je vais m'arrêter un instant parce que j'ai pas su traduire. J'ai pas de traduction exacte par rapport à ce terme-là. Je crois que c'est un truc béni soit les doux, un truc comme ça. Bref. En gros, c'est pour dire que les louanges viennent en fait des plus gentils. Mais justement, Daniel Bryan, il ne veut plus être gentil. Il est là pour dire les termes. J'ai traversé le monde pendant 10 ans et on ose me dire que je n'ai pas le niveau pour la WWE. J'ai fait galérer Batista à me battre. Mais pourtant je perds contre des rookies. Est-ce que c'est normal ça? Bon, je rajoute ça parce que par rapport à l'épisode précédent, il a dit mais on ne l'a pas dit, voilà. Alors que si vous me voyez sur le ring, vous savez à quel point je suis bon. La foule sait à quel point je suis bon. Chris Jericho sait à quel point je suis bon. Monsieur Regal sait à quel point je suis bon. Et le Miz, je sais que ça te tord les couilles de l'admettre. Mais au fond de ton cœur, tu sais que je suis aussi bon et que je suis meilleur que toi. Ah, le Miz, ça l'a réveillé. Le Miz, maintenant, il s'est levé en mode que... Ah bon, tu es meilleur que moi. Tu es meilleur que moi. Attends, tu n'as rien fait dans cette compagnie. De quoi tu parles? En quoi tu es meilleur que moi? Je suis le premier champion des États-Unis et champion unifié de l'histoire de la WWE. Nota bene, Miz, plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc, fallait pas prendre la confiance. Allez, je reviens au dialogue. Donc, moi, j'ai pu avoir cet accomplissement dans l'histoire de la WWE. Toi, tu n'as rien fait à part éliminer toi-même. Et Daniel Bryan, lui, et Regal, il essaye de calmer le Miz pour dire que attends, Miz, calme-toi, il a raison, Daniel Bryan est meilleur que toi, arrête d'être jaloux. Merci, monsieur Regal. Et Bryan répond que bon, si tu veux montrer que tu es meilleur que moi, si tu veux me faire mentir, viens sur le ring, on se règle, c'est tout, viens, viens m'affronter, je suis là, je suis un homme, viens on se tape tout de suite et on voit qui est le meilleur. Et Max Striker, il est là, oh attendez, Bryan, on arrête, tu t'es éliminé toi-même. Non, Striker, tu la fermes maintenant. Depuis le début de l'émission, tu ne fais que m'interrompre. Donc là maintenant, je parle, tu vas m'écouter parler, tu vas arrêter de m'interrompre, tu fermes ta boca. Une fois pour toutes. Et il y a une personne, justement, parlons de boca, il y a une personne qui doit reconnaître que je suis bon, que je suis fort. C'est Michael Cole. Michael Cole, écoute-moi bien, petite merde là. En fait, toi, tu n'es rien en fait. Tu n'es rien d'autre qu'un perroquet. Je t'entends depuis tout à l'heure dans les commentaires quand j'essaie de parler. Tu essayes de vouloir discréditer mon discours. Mais on va voir si tu assumes maintenant. Tu es juste un perroquet. Tu as la voix de Vince McMahon dans ton oreille. Et pourquoi tu es là? Tu ne fais que répéter toutes les conneries que tu es en train de chier en live. Donc, toi-même, qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas assez bon? Hein? Parce que je n'avais pas de télé chez moi? Parce que ma famille n'avait pas les moyens d'avoir une télé? Parce que je suis vegan? Non, en fait, c'est pour ça que tu dis que je n'ai pas de personnalité. En fait, écoute-moi bien.
J'ai plus de personnalité dans mon petit doigt que toi, dans ton corps entier. Tu n'es qu'un pauvre remplaçant, tu n'es qu'un minable, tu n'es qu'une pâle copie de Jim Ross. Mange ça, grosse baffe. Ben Bryan le prend en guillotine, on essaye de les séparer. Matt Striker vient en premier et Daniel Bryan il crie en mode mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? On le sépare, on l'escorte. Fin du segment. Quand j'ai vu ça, incroyable. J'ai dit waouh, ils ont attendu la fin de la fin de la fin. Ils ont attendu d'éliminer le gars pour le laisser cook. Et avant de te laisser reprendre, je me suis une fois de plus demandé à quel point ces shows NXT étaient scénarisés. Parce que là, le gars, clairement, il s'est lâché. Ah oui, il a tout lâché. Tiens, prends le micro et lâche-toi. Ou est-ce qu'on lui... Non, mais attends. Il s'est lâché, évidemment, en restant dans les... Voilà, hein, en restant dans les... dans les clous. Il n'a pas débordé comme CM Punk, il aime trop aller trop loin. Franchement, cette promo, mouah. Ah oui, incroyable. Hein. J'ai bien aimé la chiasse qui était la pipe bombe de CM Punk, tiens. Ça tombe bien que t'en parles. Mais oui, hein, ça c'était... Ah. C'était vraiment masterclass, hein, cette promo. Non, mais celle de CM Punk, elle va beaucoup plus loin, mais... elle va plus... C'est pas ça le sujet. En fait, le sujet ah, toi-même t'as vu. J'ai pas déjà débattu. Je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, le sujet, cette promo de Daniel Bryan, ouais. En fait, pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais à quel point ils scénarisaient ces épisodes? Est-ce qu'on leur laissait parler? Ça semblait vraiment très naturel, l'échange entre Bryan et le Miz, qu'on retrouvera encore quelques années plus tard à Talking Smack. Il y a cette alchimie, il y a cette... Et je me dis souvent, quand il y a une alchimie comme ça se trouve, c'était semblable à des rivalités comme celle de Bret Hart et Shawn Michaels. Mm-hmm. Peut-être, j'en sais rien. Bon, peut-être pas à ce point, mais peut-être qu'il y avait un vrai truc entre eux, je sais pas. Ouais, après, c'est de notoriété publique. Enfin, notoriété publique, c'est encore des bruits de couloir que les deux ne s'aimaient vraiment pas, quoi. Donc, s'il n'y a rien de choquant à le penser. Ah oui, ah bon, je savais pas qu'ils s'aimaient vraiment pas. Je pensais qu'ils étaient dans des pros, quoi. Qui jouaient. Et même depuis NXT, hein, c'est ça le pire. Donc là, vraiment, bien joué hein, par rapport à ce que ça a apporté sur le long terme, même si bon, c'était un peu décevant à la fin, mais vraiment, Miz Bryan, merci pour ce poulet. Et je tiens aussi à noter un truc. Pourquoi ne pas avoir fait ça depuis le début, en fait? On se serait investi plus tôt. Comme tu dis, le mec, il a quand même fallu attendre qu'il soit éliminé pour qu'on se dise que, waouh, Daniel Bryan, c'est quelque chose. En plus, avec son look de l'époque, vraiment, non, pour moi, c'est clairement mon look prime, quoi. Premier de la classe comme ça, petite beubare, voire pas du tout, cheveux courts, non, vraiment propre, hein, Daniel Bryan à l'époque. Et ouais. Beau gosse. Hein. En tout cas, 10 sur 10 sur ce segment-là, vraiment, y a rien à dire. Et Michael Cole qui en prend pas mal, du coup, aussi sur sa tête. Il se fait étrangler lui aussi, d'ailleurs. Donc, bon. Non, mais franchement, ce show a exposé le talent caché de Daniel Bryan. Mais c'est dommage que ça arrive un peu tard, quoi. Du coup, comment se remettre d'un truc aussi fort émotionnellement? Ben, on nous donne un match entre Justin Gabriel et Heath Slater. J'ai noté que Michael Cole quitte les commentaires en plein milieu du match. Tellement il était frustré par l'humiliation qu'il a subie tout à l'heure. Alors, le match. Un match qui sur le papier c'est vraiment top hein. Mais ouais. Ça retombe un peu là à ce moment-là, ça retombe. Ouais, c'est vrai. Le match c'est sympa sans plus, je m'attendais à beaucoup mieux, c'est dommage. Et à la surprise générale, Justin Gabriel gagne.
Mais bon, je m'y attendais pas. Hein. Je pensais que ton champion allait gagner, mais non. Étonnant. Slater, depuis quelques temps, il est un peu moins bien. Il a perdu pas mal de terrain sur le classement. Il a commencé un petit peu à enchaîner les défaites. Et ça va pas aller en s'améliorant. Ouais. Et j'ai noté d'ailleurs que... Enfin, noté. C'est la victoire de Justin Gabriel est clairement digne de Brock Lesnar qui bat la streak de l'Undertaker. Et je ne dis pas ça pour rien parce que pendant plusieurs secondes, il n'y a pas de musique. Quand il gagne. Ah. Ouais, ils savent jamais quelle musique mettre. Entre l'horrible Wild and One, là, le titre le générique de NXT, ou alors la musique du pro, ou alors le deuxième générique de NXT. Enfin, ils savent jamais quoi mettre. Non, mais j'ai vraiment senti comme Taker Lesnar WrestleMania parce que non seulement il n'y a pas la musique, mais surtout qu'il n'y a pas de bruit. Ouais. J'avais du mal à différencier si les gens ils étaient fatigués ou bien ils n'en avaient rien à foutre en attendant SmackDown juste après, ou alors si on avait qui étaient choqués. Bon, ça doit plus être la première option. Je pense qu'ils en avaient juste rien à battre de Justin Gabriel, l'aspirateur à charisme. L'homme qui vraiment aspire tout le charisme que tu peux voir dans un ring. Il aspire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ouais, plus de charisme, plus tout. C'est ça. Ben, du coup, après ce match, on a Skip Sheffield qui donne ses commentaires sur son élimination. Bon, j'ai rien retenu, hein, j'ai même rien écrit. De toute manière, est-ce que c'est vraiment important? Voilà. Et à voir sa tête, j'ai noté qu'on dirait le chauve balèze dans la série 13. J'ai pas son nom, il faut que je recherche le truc. Après, je sais pas si tu connais l'existence de la série, mais série sous-côté quand même. J'ai pas vu la série. Ouais, ça me fait penser à la revoir, tiens. Et en parlant de revoir, Rory Bound. Allez, Pépé Foot, the floor is yours. Parle-nous du I Quit match qui arrive entre Batista et John Cena. Parle-nous même du match, vas-y, fais-toi plaisir. Le I Quit match, le Rory Bound, il reparle de tout le I Quit match ou il revenait d'abord? Non, il revenait sur la rivalité et avec Batista qui a trouvé l'arme ultime pour faire abandonner John Cena. The Ring of Saturn. En gros, c'est le brutalizer de Pac à la EW. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Du coup, je te laisse compter le match. Oui, donc, bon, le match... un match assez brutal. Bon, je me rappelle plus dans les détails, hein, mais un vrai bon match, bien sympa. Mais on se rappelle surtout tous de la fin du match où John Cena... debout sur une voiture qui faisait partie du décor un petit peu. C'était quel pay-per-view? Over the Limit. Voilà, Over the Limit. Et donc dans le décor, c'était encore à l'époque où la WWE essaie un petit peu de mettre des décors différents par PPV. Bon, ça finira par disparaître peu de temps après. Malheureusement. Mais donc c'est l'un des derniers décors. John Cena sur la voiture, du coup, sur la rampe d'entrée, et qui menace Batista. Batista qui du coup abandonne, mais John Cena qui le balance quand même. Depuis la voiture à travers le sol. Wow. Ça, c'est de la fin, ça. Là, il manquait plus que les feux d'artifice, les pyros, et vraiment, tu aurais eu une fin vraiment hollywoodesque. Hein. Ça, c'est de la fin de rivalité, ça. Après, bon, John Cena wins, hein, mais c'était l'époque, voilà. John Cena, il gagnait les rivalités. Voilà, c'est comme ça. On va plus revenir là-dessus. Mais voilà, quel match, quoi. Quel match. Ah oui, quel match. Belle rivalité. Et ce qu'il y a de beau, justement, c'est qu'on va passer à une nouvelle phase d'élimination, voilà. Et bon, on ne va pas revenir sur le blabla habituel. Le classement... Wade Barrett, David Otunga. Spoiler, les deux premiers, ça ne bougera pas. Heath Slater, étonnamment, qui est troisième alors qu'il a perdu.
Du coup, ça se joue entre Justin Gabriel et Darren Young. Roulement de tambour, non, parce que son suspense, Darren Young est éliminé. Voilà. Ah, les trois nullards qui m'emmerdaient au début de la série, ils sont tous les trois partis. Je suis content. Dommage qu'ils aient fait des trucs intéressants trop tard. J'aurais pu m'y attacher, mais bon, c'était trop tard. Du coup, Darren Young, qu'est-ce qu'il pense de l'élimination? Ben, il dit que bon, l'élimination, ben, ça fait mal, quoi, ça pique, c'est douloureux, voilà. Qu'il a fait ce qu'il a pu, voilà, et qu'il remercie les rookies, voilà, et contre lesquels il est entré en compétition. Il remercie les pros un à un, en mode merci The Miz, merci Christian, merci Matt Hardy. CM Punk, non, les pros je vous respecte. CM Punk, même si c'était dur entre nous, je te respecte quand même. Mais par contre, ça ne sera pas la dernière fois que vous verrez Darren Young. Fin du show. Bizarrement, quand il y a les phases éliminatoires, les choses sont plus digestes. Je ne sais pas si je suis le seul à trouver. Oui, plus ou moins, oui, c'est vrai. Ah, parce qu'il y a un peu plus de blabla et un peu moins de matchs pourris, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais surtout que le show était très bon, surtout par rapport au segment Daniel Bryan, Michael Tarver. Paye ton utilité, mais c'était quand même masterclass, hein. C'était, ouais. Une fois de plus, c'est tellement dommage que Daniel Bryan, voilà, et on lui laisse l'opportunité de vraiment s'exprimer que sur la fin, quoi. Que au moment où il est éliminé, je me demande vraiment comment ont été construites toutes ces rivalités, toutes ces petites histoires durant ces 13 ou 14 semaines. Mais étrange, vraiment très étrange, à croire vraiment que ça se passait très mal et qu'à la fin ils lui ont dit bon, t'es éliminé, tiens le micro, maintenant montre-nous de quoi t'es capable. Ouais, c'est effectivement dommage, oui. Bon ben, c'est ici que s'arrête ce nouvel épisode de NXT Terville. Donc abonnez-vous, commentez, voilà, comme d'habitude. Et on se retrouve pour l'avant-dernier épisode. Ah, le supplice est bientôt fini. L'avant-dernier épisode qui arrive la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!